Le vol 93, parti de Newark avec 45 personnes à bord à destination de San Francisco, quitte son plan de vol à 8h56 au-dessus de Cleveland. D'après la version officielle, l'appareil se dirigeait vers la Maison-Blanche, mais les passagers se sont mutinés et il s'est écrasé à Shanksville, en Pennsylvanie. De tous les événements du 11 septembre, c'est celui qui a provoqué la plus grande confusion. L'avion a été abattu, l'avion n'a pas été abattu. En fait, certains éléments suggèrent que le vol 93 était très loin de Shanksville. J'aimerais qu'on passe à Chris Kennecke. C'est un photographe de la Fox à Pittsburgh. Il était là-bas il y a quelques minutes. Chris, j'ai vu les photos, on dirait qu'il n'y a rien à part un trou dans le sol. En gros, c'est ça. La seule chose qu'on voyait d'où on était, c'était un grand trou dans le sol et quelques arbres arrachés. On voyait des gens travailler et arpenter la zone, mais d'après ce que j'ai vu, il ne restait pas grand-chose. Pas de gros débris? Non, rien qui permette de voir qu'un avion venait de se cracher là. De la fumée, des flammes? Non, c'était calme. C'était très calme. Il n'y avait rien du tout. Pas de fumée, pas de flammes. Juste quelques personnes qui semblaient être du NTSB, le Bureau national de la sécurité des transports, et qui étudiaient les débris. De quelle taille était le trou? D'après mes estimations, il devait faire entre 4 et 6 mètres de long et à peu près 3 mètres de large. Qu'avez-vous vu par terre à part de la poussière et des cendres? Rien du tout. Je n'ai vu que de la poussière, des cendres, des gens et des arbres cassés. Wally Miller, médecin légiste de Somerset County, a déclaré au Houston Chronicle « On aurait dit qu'on avait jeté des morceaux de métal du ciel. » Au Washington Post, c'était comme si on avait pris une benne de ferraille, creusé un trou de 3 mètres et tout balancé dedans. Concernant les passagers, j'ai compris que j'étais inutile au bout de 20 minutes car il n'y avait aucun corps là-bas. Et au Pittsburgh Review, je n'ai jamais vu la moindre goutte de sang. Pas une goutte. Ce jour-là, pour la seconde fois dans l'histoire de l'aviation, un avion et ses passagers se sont littéralement évaporés au moment de l'impact. On n'a retrouvé aucun survivant après le crash d'un avion nigérian. C'est ce que rapporte le représentant de la Croix-Rouge sur place. Les premières images montrent un énorme cratère avec le Boeing 737 en morceaux. L'appareil s'est écrasé peu après avoir décollé de Lagos dans un gros orage. Il se dirigeait vers Abuja, la capitale nigériane. Il y avait, semble-t-il, plusieurs personnalités nigérianes à son bord. Mais s'il ne s'est pas écrasé à Shanksville, où est passé le vol 93? Vous êtes prêts? Cleveland, à 11h43 le 11 septembre, WCPO, une chaîne de télé locale de Cincinnati, Ohio, rapporte que 2 avions ont atterri à l'aéroport Cleveland Hopkins à cause d'une menace terroriste. United Airlines identifie l'un d'eux comme le vol 93. Vous êtes perdu? Écoutez plutôt la suite. Vers 10h du matin, l'aéroport a été évacué et le bruit a couru qu'un avion détourné allait se poser. Les gens n'ont pas pu prendre leur voiture. Ils ont dû marcher ou faire du stop. Les bus ne sont pas repartis. Tout le monde a été renvoyé chez soi. D'après Associated Press et les journaux locaux, l'un des 2 avions a atterri vers 10h45. Mais Delta Airlines a confirmé que le vol Delta 1989 s'était posé à 10h10. C'est donc le vol 93 qui a atterri vers 10h45. Les autorités ont fouillé le vol 1989 pendant plus de 2 heures et interrogé les passagers individuellement. Le plane dealer rapporte que l'avion a été évacué à 12h45. Mais d'après l'Akron Beacon, un autre avion a été évacué à 11h15. C'est certainement le vol 93. Le maire de Houston a évoqué 200 passagers. Or, d'après une passagère du vol Delta 1989, il n'était qu'une 60aine à bord. À 11h15, les 200 occupants du vol 93 ont donc été évacués. La passagère du vol Delta a ensuite été emmenée dans les bureaux de la FAA, mais d'autres témoins ont vu des gens partir au centre Glenn de la NASA, près de l'extrémité ouest de l'aéroport qui avait déjà été évacué. Résumons-nous. Le vol Delta 1989 se pose à 10h10. Il est évacué à 12h30, presque 2h30 plus tard, et ses 69 passagers sont emmenés dans les bureaux de la FAA. Le vol 93 atterrit à 10h45 et est évacué dans la demi-heure. Ces 200 passagers sont rapidement emmenés dans un centre vide de la NASA. Pourquoi a-t-on évacué 69 passagers en 140 minutes dans un cas et 200 en une demi-heure dans l'autre?
On peut penser que les passagers du vol Delta 1989 sont en sécurité. Mais où sont les 200 passagers du vol 93 ? Il est intéressant de noter que le nombre total de passagers des 4 vols détournés varie entre 198 et 243 selon les sources. On ne saura peut-être jamais ce qui est arrivé au vol 93, mais on sait ce qui n'est pas arrivé. Quand on présente ces éléments aux gens, ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent. La première étant, si d'autres avions ont été utilisés, où sont les appareils d'origine ? Malheureusement, on ne saura peut-être jamais ce qui s'est vraiment passé. Mais si on pouvait étudier les boîtes noires des avions kamikazes, on pourrait prouver que ce n'étaient pas ceux d'origine. Un avion commercial est équipé de 2 boîtes noires qui contiennent respectivement un enregistreur phonique, ou CDR, et un enregistreur de paramètres, ou FDR. Le CDR enregistre l'ambiance sonore du poste de pilotage, tels que les bruits de moteur et les alarmes sonores, mais aussi les communications avec les contrôleurs aériens, les instructions météo et les conversations entre les pilotes et l'équipage. Le FDR enregistre un minimum de 28 paramètres différents, tels que l'heure, l'altitude, la vitesse et le cap. Certains enregistrent aussi plus de 300 autres caractéristiques de vol, depuis le pilote automatique jusqu'au détecteur de fumée. Les enregistreurs eux-mêmes sont fabriqués dans les matériaux les plus résistants et les informations sont enregistrées avec la date et l'heure sur une bande magnétique montée en boucle. Quand elle est endommagée, c'est à l'extérieur et non à l'intérieur où se trouvent les données. D'après la commission du 11 septembre, on n'a pas retrouvé les boîtes noires des vols American 11 et United 175. Pourtant, le FBI affirme avoir découvert le passeport de Satana Al-Soukami, qui aurait glissé hors de sa poche et traversé l'explosion jusqu'au trottoir de Manhattan. Ainsi donc, 4 boîtes noires faites des matériaux les plus résistants qu'on connaisse ont été détruites, tandis qu'un passeport fabriqué dans ce matériau fragile qu'on appelle papier a survécu. De qui se moque-t-on ? Ted Lopatkiewicz, le porte-parole du NTSB, a dit à CBS News « Il est très rare de ne pas retrouver les boîtes noires. Je ne me rappelle d'aucun autre cas aux États-Unis où l'on n'ait pas retrouvé les enregistreurs. » Et il avait raison. Nicolas Demassi, un pompier qui a participé aux recherches, affirme dans son livre « Behind the Scene, Ground Zero » « On m'a chargé de guider les agents fédéraux sur le site pour y chercher les boîtes noires des avions. En tout, il y avait 4 boîtes noires. Nous en avons trouvé 3. À vous de voir qui vous croyez. » Le directeur du FBI, Robert Mueller, a déclaré que le FDR du vol 77 avait fourni entre autres l'altitude, la vitesse et le cap, mais que le CVR ne contenait rien d'utile. De son côté, Donald Rumsfeld a affirmé que les données du CVR n'étaient pas récupérables. Il n'y a que sur le vol 93 que les enregistreurs du CVR ont été restitués. On les a fait écouter aux familles en avril 2002, mais elles ont d'abord dû s'engager par écrit à ne pas en parler. De plus, elles n'ont pu prendre aucune note. Et pour une raison inconnue, il manque les 3 dernières minutes de la bande. Le FBI n'a pas donné d'explication. Pourquoi la commission du 11 septembre dit-elle qu'on n'a pas retrouvé les boîtes noires des vols 11 et 175 ? Pourquoi Robert Mueller dit qu'il n'y a rien d'utile sur le CVR du vol 77 ? Que contiennent les 3 dernières minutes du CVR du vol 93 ? Ces points essentiels doivent être éclaircis. Notons pour finir que le vol 93 a été repéré le 10 avril 2003 à l'aéroport O'Hare de Chicago par David Friedman, un employé de United Airlines qui enregistre tous ses vols. Le numéro d'immatriculation N591UA a été repéré sur le vol 1111, un 757 de United Airlines. D'après la FAA, les immatriculations N591UA et N612UA des vols 93 et 175 restent valides. Mais les vols 11 et 77 sont enregistrés comme détruits. Sans parler du fait qu'ils ne devaient même pas voler le 11 septembre. Passons maintenant aux appels téléphoniques. Pour commencer,
leur contenu est très étrange. Dans la plupart des cas, la personne qui appelle ne dit qu'une ou deux phrases avant de raccrocher et de rappeler plus tard. Betty Ong, une hôtesse de l'air, aurait téléphoné du vol 11. D'après la commission du 11 septembre, bien que la conversation ait duré 23 minutes, seules 4 minutes et demie ont été enregistrées. Quel est votre nom? Betty Ong. Je suis la numéro 3 sur le vol 11. Ok. Le cockpit ne répond pas au téléphone et quelqu'un a été poignardé en classe affaires. On ne peut pas respirer dans la classe affaires. Il doit y avoir du gaz lacrymogène. Ok, notre numéro 1 a été poignardé et le chef de cabine aussi. Personne ne sait qui a poignardé qui et on ne peut pas aller en classe affaires parce que c'est irrespirable. Notre numéro 1 est blessé et aussi la numéro 5. L'hôtesse responsable de la première classe et le chef de cabine ont été poignardés. On ne peut pas entrer dans le cockpit, la porte est bloquée. Mademoiselle Ong a-t-elle l'air de quelqu'un qui a vu 3 personnes se faire tuer dans un avion détourné? Pourquoi n'y a-t-il aucun bruit derrière elle? Madeleine Sweeney, hôtesse de l'air, est censée avoir parlé à son supérieur, Michael Woodward, pendant 25 minutes. Elle décrit 4 pirates de l'air. D'après le FBI, ils étaient 5. Elle dit qu'ils sont assis aux rangées 9 et 10. D'après la FAA, ils étaient tous à la rangée 8. Vers la fin, elle crie « Je vois des bâtiments, de l'eau, oh mon Dieu !» Madeleine était hôtesse de l'air à Boston depuis 12 ans. Je pense qu'elle aurait reconnu Manhattan. Un homme affirmant être Mark Bingham a téléphoné à sa mère. Il a dit « Maman, c'est Mark Bingham ». Ça vous arrive souvent de préciser votre nom de famille quand vous appelez votre mère? Je voulais juste te dire que je t'aime. Je suis sur un vol Newark-San Francisco. Il y a 3 types à bord qui disent qu'ils prennent le contrôle de l'avion et qu'ils ont une bombe. Je t'appelle du téléphone à bord. Et enfin... Tu me crois, hein, maman? Oui, Marc, je te crois. Qui sont ces types? Il est alors interrompu par un homme parlant à mi-voix dans une langue qui ressemble à de l'anglais. Au bout de 30 secondes de chuchotement, il répète « Je t'appelle du téléphone à bord ». Sa mère lui redemande « Qui sont ces types ?» Après une nouvelle pause, il revient et dit « Tu me crois, hein, maman ?» Puis il se tait et la communication s'arrête. À ce jour, l'appel de Betty Ong à American Airlines est le seul à avoir été rendu public. Mais en réalité, tout ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que ces appels n'ont pas pu être passés. Sur physics911.net, Keith Dewdney a mené sa propre enquête. Au cours d'une expérience intitulée Project Achille, il a emporté des téléphones portables à bord d'un Cessna 172 qu'il a fait monter à 2500 mètres pour mesurer le taux de succès des appels en altitude. Ce taux était de 0,4 à 1200 mètres et de 0,1 à 2500 mètres. À 9700 mètres, altitude de croisière d'un avion de ligne, il a calculé un taux de succès des appels de 0,006, soit moins d'1 centième de chance. Vous ne me croyez pas? Même American Airlines a mis les pieds dans le plat. Le 15 juillet 2004, les passagers d'un vol commercial d'American Airlines ont pu émettre et recevoir des appels sur leur téléphone portable comme s'ils étaient au sol, grâce à une antenne relais installée à bord de l'avion. Ça marche très bien. J'ai appelé le bureau, j'ai appelé ma femme et j'ai appelé un ami à Paris. Ils m'ont bien entendu et moi aussi, je les entendais clairement. Pourquoi avoir dépensé des milliers de dollars pour cette technologie en 2004 alors que les téléphones portables fonctionnaient si bien le 11 septembre 2001? Les appels étaient bidons, ça ne fait aucun doute. Mais comment peut-on imiter la voix de quelqu'un? En 1999, au Nouveau-Mexique, le laboratoire Los Alamos présente un nouveau logiciel de morphing vocal. Il passe un message du général Carl Steiner, ancien commandant en chef des opérations spéciales des États-Unis. « Messieurs, nous vous avons réunis pour vous informer que nous allons renverser le gouvernement américain. » Puis de Colin Powell, « Je suis bien traité par mes ravisseurs. » 10 minutes d'enregistrement suffisent à reproduire la voix d'une personne presque en temps réel. Steiner est tellement impressionné qu'il demande une copie. Et les pirates de l'air. Le 14 septembre 2001, le ministère de la Défense donne les noms des 19 prétendus pirates de l'air. Mais le 23 septembre, le site de la BBC révèle que Walid al-Shéri est en vie et se trouve à Casablanca au Maroc. Le journaliste a également retrouvé Abdulaziz Al-Omari, un ingénieur de Saudi Telecom qui a perdu son passeport alors qu'il étudiait à Denver. Dans le même article, le directeur du FBI, Robert Mueller, reconnaît que l'identité de plusieurs pirates reste incertaine. Alors combien de pirates sont finalement vivants? Au moins 9.
Wayem al-Sheri est bien vivant. Mohan al-Sheri est en Arabie Saoudite. Khaled Al-Mindar est programmateur informatique à la Mecque. Salem El-Azmi travaille dans une usine chimique à Yembo en Arabie Saoudite. Saïd Al-Gamdi suit une formation de pilote à Tunis. Ahmed Al-Nami est superviseur administratif chez Saudi Airlines. Nous avons déjà parlé de Walid et Abdulaziz. Pour finir, le père de Mohamed Atta affirme avoir eu son fils au téléphone le 12 septembre. Le 20 et le 27 septembre, Mueller a admis sur CNN qu'il n'existait aucune preuve légale de l'identité des terroristes. Du reste, les pirates de l'air n'apparaissent même pas sur l'autopsie officielle du vol 77. Et le paragraphe d'introduction ne mentionne pas leur absence. Mais s'il n'existe aucune preuve que les terroristes étaient membres d'Al-Qaïda, ni même qu'ils étaient à bord des avions, comment justifier le bombardement de l'Afghanistan? Ah oui, c'est vrai. La confession de Ben Laden. Le 14 décembre 2001, le gouvernement diffuse une vidéo d'Oussama Ben Laden revendiquant les attaques du 11 septembre et qui aurait été trouvée dans une maison à Jalalabad en Afghanistan. Mais il y a plusieurs détails gênants. Premièrement, la bande elle-même est de très mauvaise qualité. Et deuxièmement, l'homme qu'on y voit ne ressemble en rien à Ben Laden. D'après le site du FBI, Oussama Ben Laden est gaucher. Pourtant, sur ces images, il écrit une note de la main droite. Par ailleurs, il porte une bague en or, un bijou interdit par la loi islamique et qui n'apparaît jamais dans le portrait du FBI. Comparez maintenant ce film avec 4 photos de Ben Laden. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que les autorités ne pourront pas prouver sans l'ombre d'un doute qu'Al-Qaïda est à l'origine du 11 septembre, les Américains auront toutes les raisons de penser le contraire. Et maintenant, la dernière question. Pourquoi notre gouvernement aurait-il fait une chose pareille? J'espère que vous êtes bien assis. Nous avons d'abord Larry Silverstein, l'homme qui a acheté le World Trade Center en juillet 2001. Après le 11 septembre, il a réclamé 7,2 milliards de dollars aux assurances en considérant chacun des 2 avions comme un acte terroriste distinct. Mais le 6 décembre 2004, les tribunaux ont décidé de ne lui accorder que 2,2 milliards de dollars. Ensuite, nous avons les options de vente achetées sur United Airlines, American Airlines et Boeing. D'après le San Francisco Chronicle, plus de 2,5 millions de dollars n'ont pas encore été réclamés. Et pour ce qui est du 11 septembre, Reuters rapporte que Convar, une société d'informatique allemande, a aidé plusieurs entreprises et des comptables new-yorkais à restaurer les données de plus de 400 disques durs récupérés dans les gravats du World Trade Center. Les informations, provenant de 32 ordinateurs différents, indiquent que des délits d'initiés ont été commis le 11 septembre. D'après Richard Wagner, expert chez Convar, on soupçonne certaines personnes d'avoir été averties de l'heure approximative des crashs aériens, de façon à déplacer des sommes excédant 100 millions de dollars. Elles pensaient que toute trace de ces transactions disparaîtrait une fois l'ordinateur central détruit. Convar a transmis ses conclusions au FBI. L'agence fédérale est légalement tenue d'enquêter sur l'affaire. Pourtant, rien n'a encore été fait. On continue. D'après Wikipédia, une des plus grosses réserves d'or mondiales était entreposée sous le World Trade Center. En 1993, on estimait qu'il y avait là pour 1 milliard de dollars en or, dont la rumeur attribue la propriété à des intérêts koweïtiens. Quand le World Trade Center a été détruit, la quantité d'or dépassait de loin celle de 1993. L'or a finalement été récupéré dans sa totalité fin 2001. Est-ce si sûr? Le 1er novembre 2001, le site du Times parle d'une grande quantité d'or découverte dans les ruines du World Trade Center. Rudolph Giuliani, le maire de New York, annonce que plus de 230 millions de dollars ont été récupérés à Ground Zero. Mais la COMEX, la bourse des métaux de New York,
conservaient des lingots d'or pour la Bank of Nova Scotia, la Chase Manhattan, la Bank of New York et Hong Kong and Shanghai Banking, en tout 950 millions de dollars. Et ce n'est qu'une seule société. La rumeur dit qu'il y avait plus de 160 milliards de dollars en or stockés dans le World Trade Center. Mais où est passé tout cet or? Vous vous souvenez de l'or découvert en novembre 2001? D'après Reuters, il était à l'arrière d'un camion à 10 roues, abandonné avec plusieurs voitures, dans un tunnel de livraison sous le World Trade Center 5. On n'a retrouvé aucun corps. Quand les ouvriers ont commencé à s'approcher de l'or, les autorités ont restreint l'accès à Ground Zero sous la surveillance du FBI et du service secret. Un ouvrier éloigné du tunnel a déclaré aux journalistes « Si j'avais essayé de descendre là-dedans, il m'aurait abattu ». Les conducteurs d'engins et les autres ouvriers travaillaient sous la surveillance d'une bonne centaine de policiers armés. Récapitulons. L'or du World Trade Center 4 a donc été retrouvé sous le World Trade Center 5, dans un fourgon vide avec une escorte de voitures vides. On peut raisonnablement penser qu'ils fuyaient la tour sud. Reste à savoir comment ils ont deviné qu'il fallait fuir la réserve alors que les pompiers eux-mêmes n'avaient pas prévu l'effondrement de la tour sud. 167 milliards de dollars en or, 200 millions ont été retrouvés. Et ça, c'est juste l'argent. Depuis les attaques, le président Bush s'est arrogé le droit de faire et dire ce qu'il veut, toujours sous le prétexte du 11 septembre. Le Patriot Act, le Homeland Security, l'Afghanistan, l'Irak. Il est temps pour l'Amérique d'admettre la vérité sur le 11 septembre. C'est un mensonge qui a tué des milliers de gens, puis des centaines de milliers d'autres, pour rapporter des milliards et des milliards de dollars. Et maintenant vous êtes en colère? Vous devriez. Tous ceux qui ont tenté de découvrir la vérité sur le 11 septembre ont été ridiculisés et dénigrés par l'État et les médias pour avoir ne serait-ce qu'osé remettre en question l'histoire officielle. Jimmy Walter a investi près de 2 millions de dollars dans une campagne de choc visant à convaincre les New-Yorkais et les autres que le 11 septembre était une blessure auto-infligée. Jimmy, pourquoi faites-vous ça? Je suis un patriote. J'essaie de défendre ce pays contre les véritables terroristes, ceux qui l'ont abîmé et transformé. Les questions que je pose sont celles que posent aussi les veuves et les orphelins, les parents et les amis des victimes du 11 septembre. Ni la commission du 11 septembre, ni aucune enquête sérieuse sur ces massacres n'ont apporté les réponses que réclament 66% des New-Yorkais. Je repose la question. Que nous cache-t-on? Et pourquoi? Que faut-il faire pour que les gens de ce pays réagissent enfin? L'Amérique a été détournée, pas par Al-Qaïda, pas par Osama Ben Laden, mais par un groupe de tyrans prêts à tout pour maintenir ce pays à leur merci. Alors qu'allons-nous faire? Tout ce qu'on peut. Communiquez ces informations à vos amis, à votre famille, à des inconnus. Faites des projections, des conférences. Débrouillez-vous pour faire passer le mot. Ça ne tient qu'à vous. Posez des questions. Exigez des réponses.